L'amnistie totale pour tous les prisonniers et opposants et puis le Togo, le statu quo n'est plus possible. Déclaration du président français Emmanuel Macron. Sur le plateau avec moi, Dominique Aliziou, directeur de publication de Chronique de la semaine. Dominique Aliziou, bonsoir. Bonsoir Samuel. Le pasteur Rido, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Alizou et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. La Guinée, pour commencer, l'appel à la grève générale lancé par les principaux syndicats pour protester contre une hausse de 25% du prix du carburant à la pompe était largement suivi mercredi. Cette grève a été initiée par l'intersyndicale formée de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et de l'Union syndicale des travailleurs. À Conakry, le secteur des transports était le plus touché par cette grève. Toutes les gares routières de transport interurbain et internationaux sont restées fermées. Dominique, la réaction, ça se comprend quand les prix de carburant montent. Forcément, ça excite les gens à pouvoir exprimer leur mécontentement. Oui, c'est une triste réalité que la Guinée n'est pas un pays producteur de pétrole. Même les pays producteurs de pétrole, notamment, je prends du Gabon, qui a déjà, je crois, il y a de cela un mois, augmenté les prix du carburant, et d'autres pays encore. Donc, en fait, c'est un phénomène mondial. Seulement, ça a un impact sur le panier de la ménagère. C'est ça aussi le vrai risque ou bien le vrai problème. Parce que les populations se retrouvent, parce que l'impact de la hausse des prix agit à tous les niveaux, puisque les marchandises sont transportées par les camions, et les utilisateurs des engins à 2 ou à 4 roues et ont besoin ont besoin de circuler. Donc vraiment, le problème est réel, puisque le prix est passé de 8 000 francs guinéens à 10 000 francs guinéens. À 10 000. Oui, 2 000 francs d'augmentation. Oui, 2 000 francs d'augmentation. Donc, je crois que les carrés pourraient. Mais lorsque vous voyez également le prix sur le marché international, le prix est actuellement, le prix du Brent est à 77 $. Et donc, vous voyez, 77 $, vraiment, ce n'est pas aussi, ce n'est pas rien. Ça a vraiment un impact direct sur la commande de ces produits pétroliers. Et tout ça là, c'est aussi dû par la situation mondiale où les Américains toujours créent des situations partout. Je crois que c'est le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien qui a agi sur la production de l'Iran, qui aujourd'hui produit entre 3 000 barils par jour. Donc aujourd'hui, la production de l'Iran est totalement réduite. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, Donald Trump demandait à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production pour stabiliser le prix. Mais tout ça là, voilà comment des gens créent des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est les populations, nous, les miséreux qui payent le pot cassé. Mais comment, pasteur, vous expliquez que c'est vrai que les transports étaient bloqués et puis ça a eu des corollaires un peu dans presque tous les secteurs, mais les banques et autres n'ont pas ouvert également. C'était par solidarité du mouvement? Non, pas solidarité du mouvement. Vous savez, quand il y a des troubles dans les pays, et souvent on s'en prend à tout. Donc quand vous ouvrez, vous ne savez pas ce qui peut arriver, quelles que soient les mesures de sécurité mises en place. Donc je crois que quand il s'agit de l'augmentation des prix des produits pétroliers, je crois que ça concerne tout le monde. Là, il y a plus de tendance, il y a même plus de tendance politique. C'est tout le monde qui s'y met. Tout le monde qui s'y met parce que tout le monde a besoin de carburant pour circuler. Et comme Dominique l'a dit tout à l'heure, ça a de l'impact direct sur le panier de la ménagère, et que les transports, tout augmente, les produits vivriers, les marchandises, tout augmente. Donc, je crois que c'est ça qui a paralysé toute la Guinée. Mais c'est vrai aussi quand même que la Guinée ne produit pas du pétrole. Même dans les pays, pays producteurs, mais des fois même il y a l'augmentation. Il y a augmentation. Ah bon, déjà. Il y en a assez. Donc, c'est vrai quand même que la subvention de ces produits pétroliers, ça nécessite souvent la subvention pour permettre de combler tout, surtout quand le baril tend à augmenter. Donc, je crois que la situation hier, quand même, je crois encore dans d'autres villes aujourd'hui, la Guinée encore s'est retrouvée encore dans des tourments.
c'est dommage, mais ça c'est le social. C'est ça vraiment, tout le monde se retrouve dedans parce que tout le monde sait que là, il faut faire quelque chose pour diminuer. Bon, est-ce qu'il y aura diminution? Exactement, parce que c'est de 8 000. Bon, le président a promis des mesures d'accompagnement. C'est vrai, vous évoquez un sujet intéressant, les mesures d'accompagnement, c'est ce qui se dit toujours, mais ça c'est juste pour les fonctionnaires. Justement. Voilà. Seuls les fonctionnaires peut-être peuvent bénéficier de certains avantages, mais le reste de la population, elle est obligée de subir. Sans dire mot. Mais la réalité, c'est que l'augmentation est due aussi à une situation mondiale. Et je ne crois pas qu'à des critères, si le baril n'était pas aussi monté, et nous parlons de la Guinée, j'espère que Togo, on va pas même matin, on va pas se retrouver avec également. Parce que je crois que la dernière augmentation, diminution, le baril est flotté entre 43 et 45 $. Aujourd'hui, c'est parti jusqu'à 77. Donc, pratiquement x2. Donc, la prochaine commande peut avoir également un impact peut-être aussi chez nous. Mais c'est qu'il faut reconnaître que quand ça vient comme ça, c'est la population, c'est nous, c'est toi et moi qui subissons et que vraiment c'est une situation un peu regrettable que les Occidentaux. Et justement, ça aussi a un impact sur la situation, sur l'économie même mondiale. Actuellement, c'est pourquoi Donald Trump est obligé de demander à l'Arabie Saoudite d'augmenter un peu sa production, alors que c'est lui qui a créé le problème avec le retrait des États-Unis. Donc, je crois qu'on crée des problèmes et après on essaie de colmater. Et l'OPEP aussi tarde à revoir à la hausse la production. Et normalement, si l'OPEP pouvait augmenter la production, je crois que ça peut stabiliser les prix et que on peut peut-être vivre des situations moins graves que ça. Parce qu'après tout, ça crée des problèmes sociaux en Afrique, et surtout en Afrique. Bon, en Europe, tu vois, c'est automatique. Vous allez à la station et puis vous voyez le prix. Et puis vous mettez votre carburant, vous partez. Bon, mais en Afrique, ce n'est pas ça. Et parce que vraiment, nous vivons dans une précarité, les pays africains. Et donc, vraiment, ce n'est pas... L'augmentation a un impact direct. Et que, bon, nos gouvernants doivent tenir compte de cela. Alors, il y a aussi ce reproche qu'on fait aux gouvernants, c'est dans la structure des prix, tout le monde n'est pas associé. Finalement, c'est une décision qui tombe et on subit sans que, par exemple, les organisations de la société civile, des défense des consommateurs puissent connaître le processus de fixation des prix et l'expliquer aux populations. Mais quand nous parlons des produits pétroliers, c'est de gros sous que les gens embrassent. Donc là, on ne met pas tout le monde. On n'associe pas tout le monde pour savoir comment se font les structures des prix. C'est des privilégiés qui se retrouvent, qui décident de leur intérêt. D'abord, ils décident de leur intérêt et puis bon, on sert le reste aux populations. C'est comme ça se fait. Chez nous ici, les associations de consommateurs n'ont jamais... C'est des rares fois qu'on les associe quand il s'agit... On se retrouve le matin et puis on se rend compte que, bon, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. Donc je crois que la formule, elle a même un peu partout, parce que c'est de gros sous. Donc on ne veut pas que vous venez voir ce qui est dedans et peut-être s'opposer immédiatement à ce qu'ils vont faire. Donc ils le font et puis on vous met devant les faits accomplis. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, donc, comme Dominique a dit quelque chose de très intéressant, c'est nous souvent nous subissons. En Afrique on subit, mais pourtant on a quand même des pays producteurs de pétrole. Mais comment est-ce qu'on gère? Combien de raffineries on a en Afrique? Qu'on dise que l'Afrique, nous sommes obligés d'importer de l'Europe, alors que le Nigeria est un grand producteur de pétrole. C'est vraiment le Nigeria et d'autres pays qui produisent. C'est ça le problème. Les États-Unis ont de pétrole en réserve sur des générations et des générations à venir. Ils n'utilisent pas. On demande en Arabie Saoudite d'augmenter sa production. Et pourtant, vous avez en réserve que vous n'exploitez pas, que vous enragez pour les générations à venir. Bon, voilà un peu le dictat des Américains. Alors, est-ce que le fait que le mouvement ait été autant suivi, ça ne va pas quand même faire reculer le gouvernement pour ramener le prix à la baisse? Ce n'est pas évident parce que tout est budgétaire, parce que l'impact est directement agi sur le budget. Le gouvernement va-t-il revenir et comment peut-il combler ce déficit? Et puis je crois que le cas guinéen aussi, c'est qu'il n'y a pas longtemps aussi, la monnaie aussi s'est dépréciée également. Et il y avait eu des remue-ménages au niveau des enseignants qui ont demandé donc l'augmentation, la multiplication même de leur salaire. Donc je crois aussi la fluctuation de leur monnaie
a aussi agi, et face à cette augmentation, vraiment les gens se retrouvent avec un salaire qui ne sert pas à grand chose. Peut-être qui sert juste à manger et boire un coup, et puis le reste, bon, on peut rien faire avec. Donc, la réalité, sans oublier qu'il y a également des mouvements politiques également. Et vous vous rappelez que la dernière coutumière de les dernières marches et autres là, se sont soldées par plus de 5 morts. Donc ça dit que c'est un pays aussi au fait en crise également. Heureusement que bon, c'est le président qui vient résoudre notre crise qui est moins grave d'ailleurs que pour moi, notre crise est moins grave. On va en parler après. Nous allons attaquer maintenant le Nigeria. Des parlementaires nigériens appartenant au parti au pouvoir All Progressive Congress ont formé un groupe dissident, annonce sans surprise d'une division imminente et d'un mouvement contre le président Muhammadu Buhari, de plus en plus critiqué au sein même de son camp. Moins d'un an de la présidentielle, ancien allié de Buhari, Buba Galadima, a annoncé mercredi la création du Reformed All Progressive Congress et a appelé tous les membres dissidents du parti à le rejoindre. Buhari, Pasteur Edo, est en mauvaise posture à moins d'un an de la présidentielle. Oui, je crois que c'était prévisible parce que depuis un certain moment, il y avait des mouvements de dissension au sein de son parti. Les deux responsables des chambres, c'est ça, n'étaient plus en odeur de sainteté avec le président Buhari. Et on le voyait venir. Je crois que ça ne peut pas surprendre parce que c'était prévisible qu'on en arrive là. Maintenant, il va falloir attendre voir le nombre de personnes, de députés qui vont rejoindre la dissidence. Voilà, que les autres vont rallier à leur cause. C'est ça qui déterminera exactement ce qui va se passer, le degré de la fissure au sein du parti. Mais quand même à moins d'un an. Mais là, déjà à moins d'un an, l'annonce même d'une fissure ne sonne pas bien pour le président Buhari. N'est pas une bonne nouvelle quand même pour le parti de Buhari. Mais est-ce que les échanges internes, est-ce qu'il peut y avoir des couloirs pour qu'ils se retrouvent ensemble et puis considérer ce parti-là comme étant un parti uni, ou bien unifié, enfin, qui revient comme avant, personne ne saurait le dire. Mais je crois que ce n'est pas bon quand même il n'y a pas de la sérénité, on ne sent plus, il n'y a plus de la sérénité au sein du parti de Buhari. J'espère quand même que avec la sagesse, il saura gérer la situation et faire revenir du calme. Donc, Dominique, les raisons qui ont poussé les dissidents à sortir, c'est quand même, ils dénoncent le désastre de ce mandat de Buhari, notamment sur le plan sécuritaire et de lutte contre la corruption, qui étaient quand même ses promesses de campagne, les promesses phares qu'il a faites durant sa campagne. Moi, je crois que lorsque vous sculptez la situation, le vrai problème n'est pas ce qu'ils ont évoqué là, parce que s'il s'agit de la lutte contre la corruption, la dernière fois, au sommet de Nouakchott, il a été félicité parce qu'il a récupéré près de 2 milliards de dollars américains auprès de ses réseaux. Au fait, le vrai problème, il a 2 problèmes sérieux. C'est d'abord sa santé, son état de santé, et également sa rigueur dans la lutte contre la corruption, en réalité. Parce que, au fait, Buhari a réussi à devenir président à cause des dissensions au sein du PDP, de Goodluck Jonathan. Beaucoup en voulaient à Goodluck, ils voulaient se débarrasser de lui, et ils ont rejoint Buhari. Or, ils connaissaient, les Nigériens, les réseaux connaissaient Buhari, qu'il est un homme rude, dur, il est sans pitié, et surtout dans la lutte, dans la traque des détournants, mais il n'a pas d'état d'âme, puisqu'il a une seule femme, il a un seul enfant, il ne veut rien dans la vie, quoi. Lui, il est austère. Donc, mais les gens, en se ralliant à lui, ces réseaux en se ralliant à lui, en le poussant, il faisait du mal à Jonathan, mais il croyait que Buhari va essayer également de les arranger. Or, il a commencé par les traquer sans ménagement, mais beaucoup disent que si Buhari se positionnait, il peut passer. Parce que les Nigériens adhèrent à cette démarche. Mais seulement, son dernier mandat, mais ils vont tous fuir le Nigeria, en fait, c'est ça. Donc, ces réseaux, parce qu'il va les matraquer. C'est-à-dire qu'actuellement, ils se disent qu'il les a ménagés. Mais s'il arrive à prendre encore le second mandat, il ne va pas. Donc, c'est cette velléité au sein du parti qui commence déjà, il faut commencer par le fragiliser. Et de l'autre côté, son état de santé. En fait, vraiment, beaucoup estiment qu'il ne peut pas tenir. Et parce qu'il est entre 2 avions pour aller à Londres, pour se soigner, revenir.
Bon, quand il se reprend un peu là, il sort ses griffes. donc, ça aussi, ça a un impact. Donc, c'est le vrai problème est ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la corruption, où il est actuellement apprécié par les Nigériens. D'abord les Nigériens, et puis par ses pairs. Et je vous dis qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui scrutent, qui déambulent dans nos rues, ici à Lomé, à Accra, au Bénin. Ils ont dû fuir le Nigeria. Parce que si tu as la chance qu'il n'a pas mis la main sur toi, il faut fuir. Sinon, il te prend, et d'abord, il bloque tout, tu rembourses, et puis bon. Tu peux aller en prison. Ah oui, tu vas en prison, il n'y a rien à faire. Je crois que quand on voit quand même que les motifs, on parle du désastre dans la matière de lutte contre la corruption, je crois quand même que tout homme avisé qui voit ça, c'est que, comme Dominique l'a dit, que les raisons sont ailleurs. Parce qu'on ne peut pas qualifier le mandat de Boiry de désastre quand même, en matière, parce que le monde entier sait. Désastre monumental. Tu vois déjà que les raisons sont ailleurs. C'est déjà au fait qu'ils sont gênés, qui sont dans la pointe par rapport à la politique de lutte contre la corruption. Les gens qui ne retrouvent plus leurs intérêts. Et là, il y a le groupe groupe mafieux qui va écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour le fragiliser? Donc, il faut faire des efforts il faut créer comment on appelle la fragiliser au sein du parti, fragiliser, essayer de rallier d'autres personnes à leur cause. Mais je crois quand même que les Nigériens voient très bien la situation actuelle. Et que la dernière fois, j'écoutais que ça rend quand même l'économie du Nigeria aujourd'hui quand même sur un point à tel point qu'on ne peut pas dire que ça a été... Mais c'est en matière sur le plan sécuritaire aussi. Est-ce que c'est vraiment... C'est vrai qu'il avait promis. Mais la lutte contre Boko Haram ne peut pas être l'affaire du seul Nigeria. Du seul Nigeria, c'est vrai qu'avec sur le territoire nigérien, mais ils sont un peu partout. Ils sont au Cameroun, ils sont au Nigeria, ils sont un peu partout. Et ça affecte la sécurité mondiale. C'est pourquoi d'ailleurs, si Macron est là, je crois quand même que cet aspect-là va être évoqué pour voir comment renforcer les capacités dans la lutte contre Boko Haram. Donc le président Boiry seul ne peut rien faire contre Boko Haram. Il faut quand même, comme on parle de G5 Sahel, on parle de trucs là, je crois, c'est avec ces éléments, tous ces efforts, ces énergies mises ensemble qu'on peut mettre hors d'état de nuire la secte Boko Haram. Et puis vous savez, ce que vous ne savez pas également, cette secte prospère également sur des réseaux mafieux même au sein de l'armée. Puisque s'il n'y a pas crise, on ne peut pas leur demander de commander du matériel militaire où ils profitent pour s'enrichir. Autant de Goodluck Jonathan, il y a eu parfois des sommes faramineuses décaissées par le trésor public pour acheter des armes qui ont disparu dans la nature. Donc aujourd'hui, je crois que si le Nigeria, l'armée nigérienne, décidait sérieusement d'en finir avec Boko Haram, ils peuvent vraiment faire l'essentiel. C'est vrai qu'avec Boiry, ils ont essayé de diminuer la nuisance de Boko Haram par ici, par là, mais cette nébuleuse est encore là et fait encore mal au pays. C'est que les gens sont au sein de l'armée qui profitent de cette situation et que bon, c'est des occasions pour eux d'avoir des moyens pour faire ci, pour faire ça. Au fait, c'est ce que je disais, que le Nigeria, c'est un pays hyper corrompu. Je crois que Transparency International l'a plusieurs fois classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Bon, alors, comment ça s'appelle? Boiry ne peut pas, avec une baguette magique, redresser tout ça là. Donc aujourd'hui, il a essayé, il a récupéré tout récemment près de 2 milliards de dollars américains. C'est beaucoup, ce n'est pas rien. Et donc, c'est qu'aujourd'hui, il essaie, mais les réseaux vont en découdre avec lui. Et la corruption sera encore en pole position. Alors justement, est-ce que Mamadou Boiry va pouvoir se tirer d'affaire et obtenir ce second mandat avec ce qui est la fronde déjà autour de lui? Donc, je crois que ce que Dominique évoquait aussi, c'est un facteur très important qu'il faut prendre en compte, parce que sa santé se dégrade au jour le jour. S'il est entre deux avions, aller à Londres, se soigner, se faire soigner, revenir. Donc sa santé aussi se fragilise de temps en temps. Et ça, est-ce que les Nigériens peuvent encore lui accorder un second mandat? Son bilan, c'est vrai, on ne peut pas dire que tout est rose, mais quand même, il a fait quelque chose. Est-ce que les Nigériens comptent de sa santé
Parce qu'ils élisent quand même un chef d'État qui est en place, qui doit être avec eux tous les jours. Mais non, à l'hôpital dans un pays occidental. S'il faut passer 6 mois, à l'étranger, revenir 6 mois au pays. Ce n'est pas aussi bon. Mais je crois que le Nigeria, tel qu'on connaît sa capacité, le Nigeria devait être doté d'un hôpital. De renom. Un hôpital de renom. S'il y avait certains confrères ici qui ont l'habitude de dénoncer que au Togo, les ministres ne se sont pas ici, et qu'ils vont à l'Europe. Mais celui qu'ils adulent, parce que Boari pour eux est leur Dieu. En tout cas, dans tous les pays africains, il n'y a pas d'hôpital de référence. C'est le Niger qui en a construit un il y a récemment. Mais le jour où Issoufou Mamadou sera malade, il n'ira pas dans cet hôpital. Il va se soigner à Londres. Le Ghana a un hôpital de référence. Les ministres sont obligés de se soigner. Je dis, le Ghana a des hôpitaux de référence, mais quand ils sont malades, ils vont à Londres ou aux États-Unis pour se soigner. C'est une question de mentalité. Mentalité, moi je pense qu'il y a des raisons de sécurité également. Parce que quelqu'un qui te déteste, c'est un médecin qui veut en découdre avec toi. Il profite le jour, tu débarques dans ça. Le médecin personnel, je crois que chaque dirigeant. En tout cas, je ne sais pas quelle est la raison qui les amène là-bas, mais ce qu'il y a, c'est que c'est une réalité et que, contrairement à ceux qui pensent que c'est seulement au Togo que les autorités se soignent à l'extérieur, ailleurs, où ils estiment que la démocratie est très avancée, ils vont se soigner en Europe. Vous savez que ce sont les Africains qui les traitent. Les chirurgiens sont les docteurs. Les grands. Les grands docteurs, ils quittent ici pour aller les soigner là-bas. Ils se retrouvent avec les Africains. Pourquoi c'est les Africains qui évitent ici? On va marquer maintenant la pause et le temps pour nous de suivre le journal et puis on revient après évoquer la Guinée équatoriale.